Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le jeu concours bat son plein, n'oubliez pas de participer, vous avez jusqu'à vendredi prochain. En parallèle, l'équipage grandit de jour en jour. Alors toi aussi jeune pirate, rejoins-nous dans cette folle aventure, tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de ce fameux scan 996. Vous le savez déjà, celui-ci est truffé d'événements extraordinaires, de petites références, de réapparitions et de surprises. Ou pseudo-surprises, à voir. En parallèle, on a lancé le Raftel Score. Le principe est simple, on fera un petit sondage toutes les semaines à la sortie du scan, et on vous laissera juger de celui-ci, avec une note comprise entre 1 et 5. On fera une petite moyenne et on affichera ce score à chaque début d'analyse. Pour ce lancement, vous avez été 7000 à voter, et la note que vous lui avez attribuée est de 4,49. C'est plutôt bon, non? Mais on verra ça au fil du temps. Avec cette méthode, on fera un énorme classement des scans, mais ce sera pour plus tard, là c'est le moment de l'analyse. Allez, c'est parti! On commence par la cover, comme d'habitude, et cette fois-ci, on a le droit à une illustration du nouveau Yonkou, Barbe Noire. Et là, grande surprise, il se brosse les dents, mais c'est pas possible, en vrai ça nous étonne. Mais bon, soit, il est accompagné par un hippopotame. Cette requête est une demande d'un fan, Ebi. Il n'y a donc pas de sens caché, enfin, il y a une petite subtilité. Dans le SBS du tome 95, Oda nous donne des infos sur les membres de la Pierre Génération, leurs fleurs et leurs animaux fétiches. Et celui de Barbe Noire, eh bien c'est un hippopotame. Première page du scan, on est à l'intérieur du dôme à l'étage des bains. Les fameux termes des 100 bêtes. Le fameux duel Ulti-Page-One contre Usopp et Nami vient d'être interrompu par une arrivée surprenante. La petite Tama a sauvé les deux Mugiwara d'une mort imminente. Elle et son fameux toutou, Komashiyo, réussissent l'impossible et sont sur le point de fuir avec les deux blessés. Usopp est dans un état pitoyable. Encore une fois, son nez ainsi que son crâne ont été brisés. Nami, elle, même si elle est blessée, semble toujours en état de se battre. Cette dernière demande à Otama comment elle est arrivée ici. La petite répond alors que c'est grâce à un bateau ennemi. Elle s'est faufilée dessus, mais elle n'a pas le temps de finir. Page-One s'élance à nouveau, et cette fois-ci, c'est Ihimaru qui s'interpose. Ulti ne bouge pas d'un pouce, comme une reine, mais se met en colère. Otama reprend et demande au babouin de résister 3 minutes. Et même si Nami se prend de peur, la jeune et courageuse s'écrie « Ne nous prends pas à la légère, nous sommes venus en tant que samouraïs !» Observation 1. Ça c'est quand même magique. La petite qui débarque et qui fait face à 2 Tobiropo. Dans la plupart des arcs, on a un enfant que Luffy décide de protéger. C'est une des recettes secrètes d'Oda. Mais là, il change une chose. L'enfant se défend de lui-même. Otama prend part à la bataille. Et ce n'est pas pour nous déplaire, mais 2 petites choses nous gênent. Observation 2. Dans la hiérarchie d'Onigashima, les Tobiropo sont juste au-dessus des calamités. Ils sont donc très forts. Or, là, ils sont 2. Et ils se font ralentir par 2 bêtes sauvages et une petite fille. Mais quelle honte! C'est à se demander leur valeur. Ulti ça va encore. Elle a tenu tête à Luffy et à Yamato. Mais Page-One, il semblerait qu'il ait perdu face à Sanji, qui s'est fait stopper par Usopp au scan précédent. Et là, il se fait ralentir par le babouin. Est-ce qu'il est le plus faible des Tobiropo? Observation numéro 3. Otama est arrivé dans un bateau ennemi. Mais quand? Lequel? Avec la grande fête du feu, toute l'armée et les alliés de Kaido s'étaient précipités sur l'île. Ça c'est un grand mystère. Était-elle là avant la bataille? Cachée dans son bateau? Un chat comme ça ne passe pas inaperçu quand même. Et encore moins le babouin. Mais alors dans ce cas, qui est arrivé entre temps? Hypothèse numéro 1. Ça fait quelques scans qu'un grand équipage essaye de débarquer sur les lieux. Les fameux pirates du diabète, l'équipage de Big Mom. Ils venaient de chuter de la cascade. Et là, ils auraient pu emprunter le fameux port de Moguro, placé derrière la cascade à l'entrée du pays. Et celui-ci ramène directement au port d'Akumai. Et seuls ceux ayant la permission de Kaido peuvent emprunter ce passage, ce qui est le cas ici. Otama, quant à elle, a pu prendre un bateau à ce niveau. Une autre solution serait l'arrivée d'une autre force, sûrement alliée, mais ça, on l'évoquera en fin de review. Dans la tour de l'hémisphère droit, un autre combat se poursuit. Il devient de plus en plus serré. Le fils de Kaido, Yamato, se bat contre la troupe des cuirassés menée par Sasaki. Son objectif est de protéger Momo et Shinobu. Malheureusement, les choses tournent assez mal. Les assaillants sont en supériorité numérique et Yamato se fait toucher par une autre slave de projectiles. En sang, elle se vexe quand Shinobu lui dit de s'enfuir avec Momo, et lance. Ce n'est pas ce qu'Oden aurait fait. La Konoichi est à terre et ne comprend pas ce choix. Sasaki, quant à lui, en a marre de cette situation, et commence à dégainer son sabre, forçant Yamato à montrer ses crocs. Mais un autre élément perturbateur débarque. Un robot de métal, le Franky Shogun, avec à son bord forcément Franky. Et il est toujours poursuivi par Hacha le Numbers. Momo et le robot s'entrevoient et sont tous deux étonnés de se voir ici. Yamato est impressionné de voir que ce membre des Mugiwara existe vraiment. Et Sasaki ne comprend absolument pas ce que ce pseudo-géant sans cervelle fait ici. Et à juste titre, Hacha dégaine sa massue et frappe le sol. Celui-ci se fissure et un énorme trou se creuse. Un passage vers le niveau inférieur. La plupart des alliés se retrouvent projetés dans les airs et Yamato saisit Momo et Shinobu et saute par ce trou béant. Franky s'inquiète de la tournure des événements, mais il est vite rassuré par les fuyards et apprend que c'est Luffy qui lui a confié ces deux-là. Et alors que le robot reste à l'étage pour tout régler, il lance. Je sais pas qui tu es, mais ok. Mais Yamato ne compte pas en rester là.
Il veut simplifier la tâche à Franky et lance une attaque qui frappe directement le géant. One shot, celui-ci s'effondre. Sasaki en colère veut que sa troupe poursuive Yamato, et celui-ci ayant touché le sol avoue à Momo qu'il est important pour l'avenir du monde. C'est lui qui guidera le monde quand l'aube viendra. Observation 4. Encore un retournement de situation, et pas des moindres. C'est exactement ce qu'on voulait nous. On s'explique. On va avoir droit à un duel Franky-Sasaki. Dans une des reviews précédentes, on pensait que Franky, en s'éloignant, allait croiser Sasaki qui revenait à l'intérieur du crâne. Si c'est pas vraiment passé de la sorte, mais quand même, on arrive au même but. Hypothèse numéro 2. Quel est le fruit de Yamato? Ça mérite une vidéo théorie à lui tout seul, cette question. Mais ici, on procédera par élimination. Des gros poussées de sa bouche. C'était donc forcément un Zoan. Son père a celui du dragon, enfin, on présume. Et Momo a un clone de celui de Kaido. Pourquoi en ajouter un nouveau? On pense clairement que c'est aussi un Zoan antique, mais on n'a pas assez d'infos pour savoir lequel, mais on pense pas que c'est un dragon. Sans doute un autre animal antique de la mythologie japonaise, mais on fera une vidéo spéciale. Hypothèse numéro 3. Ce n'est pas le fruit de Yamato qui avait effrayé Sasaki. Il est sur Onigashima depuis un bon moment. Et comme Yamato n'a jamais quitté l'île, eh bien il a forcément mangé le fruit ici, ou du moins, il a déjà utilisé sur place. Sasaki connaît donc ses pouvoirs, il n'aurait pas engagé un combat s'il avait peur. Hypothèse 4. Quand l'aube viendra, il y a tellement de signification en cette phrase. Parle-t-il de la chute de Kaido et donc de la libération de Wano ou de bien plus loin, la fameuse chute du gouvernement? Personnellement, on penche pour les deux, mais l'avenir nous le dira. Au deuxième sous-sol du château, un autre allié avance bien loin du champ de bataille. C'est Law. Il repense à son grand frère spirituel, Corazon, à ses paroles sur les dits. Et il est là pour trouver la signification de cette initiale. Son vrai nom, il en a parlé à Robin, espérant trouver une réponse à ses questions. Malheureusement, elle n'avait pas la réponse, mais elle a affirmé qu'une des stèles rouges détient ce secret. Mais là, il est en face d'un poneglyphe classique, il doit donc continuer à chercher. Observation 6. Law, il a pas l'air de beaucoup aimer son équipage quand même. Il est presque jamais avec eux. S'il ne les avait pas sauvés de la prison, on aurait eu pas mal de doutes. Observation 7. Il semblerait que Robin ait donné la signification des stèles rouges à Law. Elle n'a pas eu peur que Law veuille les avoir et devenir le roi des pirates. Hypothèse 5. Le fait qu'il ait maintenant ce secret nous confirme une chose. Law, c'est le barbe blanche de cette époque. C'est celui qui connaîtra les secrets de ce monde de la bouche de Luffy, mais qui ne voudra jamais devenir le roi des pirates. Son but était de battre Doffy, et maintenant, c'est de comprendre le sens du dit. Hypothèse 6. Et si le poneglyphe rouge contenait d'autres secrets? Il semblerait que la longueur du texte soit la même que sur les autres. On pense donc qu'il n'y a pas que des coordonnées d'inscrits, mais un début de signification. Robin n'en sait pas encore assez, comme elle le dit si bien, mais elle connaît le début de la signification. Pendant ce temps, au deuxième étage, Kid et Killer démontent littéralement l'armée de Kaido. Ils foncent à travers les étages. Kid récolte toutes les armes qu'il croise grâce à son pouvoir, et il demande à son complice s'il y en a assez. Celui-ci dit que l'ennemi est le plus puissant du monde. Il n'y en aura jamais trop. Observation numéro 8. Ces deux-là font exactement comme Luffy. L'équipage s'occupe des ennemis, et le capitaine se prépare à battre Kaido. Mais la différence, c'est que lui prépare son one-shoot le plus puissant en chemin. Hypothèse numéro 7. Ça conforte notre vision des choses. La fameuse bataille finale. Tous les supernovas présents et alliés face à l'empereur. Sur le toit, Kaido est enragé. Sous sa forme humaine, il semble avoir moins d'angles morts et démonte tous les fourreaux rouges un à un. Il frappe même les hommes à terre. Denjiro lui plante son sabre dans le flanc. Mais rien n'y fait. Tout le monde est à terre et Kaido marche inexorablement vers eux. Dans la salle de concert, tout s'emballe. Entre le virus qui se répand, Chopper qui a été contaminé, l'antidote qui est avec Appo et le duo Zoro X Drake. La situation ne pouvait pas être pire. Ah si, Big Mom débarque. Mais elle précise: ne vous inquiétez pas, vous ne m'intéressez pas. C'est ce qui se passe là-haut que je veux voir. Observation 9. Ça, c'est bizarre. Chopper a repris sa forme normale. Pourtant, il devient plus petit et le virus se répandra plus facilement. Observation 10. Big Mom a surpassé sa haine envers les Mugiwara ou est-ce juste qu'elle a compris la situation et sait qu'ils n'ont plus aucune solution? C'est bizarre tout ça. Hypothèse numéro 8. Mais pourquoi Big Mom voudrait monter là-haut? Elle n'a rien à faire des samouraïs. Et surtout, elle connaît la puissance de son allié. A-t-elle changé d'avis en discutant avec Marco? Sent-elle le vent tourner? Imaginons une seule seconde une trahison de Big Mom. Au premier étage, les trois complices poursuivent leur folle chevauchée. Mais Sanji entend quelque chose et il ferme les yeux. Entendant alors une voix et un rire reconnaissables, il prend un air choqué. Et c'est la fin du scan. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fin de ce scan est très étonnant. Ça tranche avec les autres scans. Après tout, on n'a pas le début d'une grosse bagarre, mais plus le début d'une grosse révélation. Et on voit ça de suite. Observation 11. Ce rire, eh bien, il est bien connu. Et vous l'avez tous remarqué, c'est celui d'Ivankov. Et ce visage, c'est celui de Sanji choqué. Mais dans le mauvais sens. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et si elle était là, fraîchement débarquée sur l'île par le navire que vient d'emprunter Tama? Ça se tiendrait bien et on aurait le débarquement d'un petit groupe de révolutionnaires. Mais attendez, on a un peu de mal avec ça. On va donc peser le pour et le contre. Les points pour.
Eh bien Sanji a un excellent acquis de l'observation. Il l'a prouvé en esquivant le coup de Katakuri à son mariage. Et là, il semble entendre ce rire. Selon les dires de Tama, elle est arrivée dans un bateau ennemi. Et Oda montre bien qu'il y a un mystère derrière ce bateau. Si elle est là, ça montrerait que les révolutionnaires ont quelque chose à faire, un but sur cette île. Peut-être récupérer la stèle rouge. Dragon aurait donc pu envoyer plusieurs équipes en infiltration pour la récupérer. Les points contre. Les alliés ont pris tellement de temps à arriver à cet étage. Comment les révolutionnaires auraient pu le faire si facilement? De plus, Sanji entend tout ça en ouvrant les yeux. Et si l'on regarde la forme des bulles, ce sont des souvenirs. Le shamisen de Black Maria joue toujours. Si un ennemi était présent, elle aurait au moins posé, surtout face à des révolutionnaires. Tama est monté sur le bateau. Celui-ci s'est donc arrêté près des côtes où il est passé par le port. On ne voit pas comment les révolutionnaires auraient pu faire pour passer par le port d'Akumai. Ils n'ont pas l'approbation de Kaido. Que viendrait faire Dragon sur cette île? Il y a très peu de personnes qui connaissent la situation. L'armée révolutionnaire, après avoir attaqué à la rêverie, n'aurait aucun intérêt à venir attaquer ici. Ce serait vraiment très bizarre. Voilà, on a une bonne liste. Bon, à la lumière de tout ça, on a une autre théorie. Peut-être un peu farfelue, mais ce sera à vous d'en juger dans les commentaires. Ce que Sanji voit n'est rien d'autre qu'un souvenir de son martyre sur la fameuse île Queue d'Étrave. Et pourquoi donc? Eh bien Black Maria était là-bas. On se justifie. Cela ne vous a pas échappé, l'arc Wano aborde énormément de sujets. Et le travestissement en fait partie. Okiku qui est une femme de cœur mais pas de corps, et Yamato qui se dit le fils de Kaido. Et si pour Black Maria c'était la même chose? Sanji l'aurait croisé lors de son entraînement, mais par la suite, les révolutionnaires l'auraient envoyé en tant qu'espionne dans l'équipage de Kaido. Car là aussi, l'arc Wano est l'arc des traites et des infiltrés. Ça collerait parfaitement et ça serait une très grosse surprise. Bon, après ce n'est qu'une théorie, on peut se tromper, et il est possible que les révolutionnaires débarquent. Mais on prend le pari que non. Et voici nos petites prédictions pour le chapitre suivant. Black Maria se révèle être une révolutionnaire, et aussi une Travelot. Mais ce serait top! Franky se retrouve seul avec Sasaki, et un beau combat débute. Petit 3, Kid et Killer tombent sur Wuzuo, et le second de l'équipage s'occupe de l'ennemi pour laisser passer son capitaine. Ce serait une belle revanche de la part de celui qui a mangé un smile. Petit 4, Marco débarque dans la salle de concert et Chopper lui dit qu'il est le seul espoir pour arrêter le coronavirus. Petit 5, l'équipage de Big Mom arrive et sauve Perospero. Et enfin, petit 6, Kaido montre toute l'étendue de sa cruauté et exécute un fourreau rouge. Il serait temps qu'il nous montre sa soi-disant surpuissance. Voilà, c'est déjà la fin de cette analyse. Elle était assez longue et surtout bien fournie. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.